Alors, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va commencer un nouveau chapitre important et essentiel pour comprendre l'actualité économique, monnaie et politique monétaire. Alors, voici le plan du chapitre. D'abord, qu'est-ce que la monnaie? Question simple, réponse compliquée. Ensuite, comment créer la monnaie? D'où elle vient? Ça, ce seront les deux grands points que nous allons traiter pendant cette heure. Ce qui va nous permettre plus tard de traiter le troisième point, la politique monétaire, et enfin, la relation centrale de la monnaie et de l'inflation. Mais ça, ces deux derniers points, on les traitera dans les heures ultérieures. Et donc, on commence par la première question. Qu'est-ce que la monnaie? Le premier point à comprendre, c'est qu'il y a un concept clé pour caractériser la monnaie, c'est le concept de liquidité. La monnaie est en effet un actif, c'est-à-dire quelque chose que l'on possède, un actif liquide. Liquide, ça veut dire que la monnaie est désirée par tous. Elle est donc acceptée par tous. Elle va donc être un outil essentiel pour les échanges, puisque si je veux quelque chose, si je suis réduit au système de troc, je suis obligé d'avoir quelque chose que l'autre désire pour qu'il me laisse ce que moi je désire. Une fois qu'on a la monnaie, comme tout le monde désire de la monnaie, on a résolu ce problème majeur du troc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est pour l'idée générale, mais en pratique, la monnaie a connu un profond mouvement de dématérialisation. À l'origine, la monnaie est constituée de biens qui sont désirés par tous. Par exemple, le bétail. Le mot pécuniaire vient du latin pecunia, qui correspond au bétail désiré, bétail possédé par les individus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de prisonniers, la monnaie, c'était les cigarettes. Évidemment, les métaux précieux, faciles à transporter, vont, au fur et à mesure de l'histoire, jouer un rôle majeur comme monnaie. Mais parallèlement à ces types de monnaies qui ont une valeur intrinsèque, c'est-à-dire en elle-même, la monnaie va connaître un mouvement de dématérialisation, puisque, notamment à partir de la fin du XVIIe siècle, en Europe, on va inventer les billets. Billets qui ne sont pas de simples reconnaissances de dette, qui ne sont pas de simples certificats de dépôt, mais billets qui ont en eux-mêmes une valeur légale. Évidemment, la tentation va être très forte de créer beaucoup trop de ces billets. Et l'histoire du billet de banque est parsemée de faillites retentissantes, mais c'est une invention majeure qui va induire ce qu'on appelle aujourd'hui de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qui repose sur de la confiance. Vous voyez, si je sors ce billet-là, 10 €, c'est juste un bout de papier. Il ne vaut 10 € que parce que tout le monde pense que ça vaut 10 €. Mais ce mouvement de dématérialisation est allé encore plus loin, puisque depuis l'informatisation et le développement du système bancaire, la plupart de l'essentiel de la monnaie qui circule, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale, c'est-à-dire c'est des lignes sur un ordinateur. 10% de la monnaie à peu près qui circule dans l'économie, c'est de la monnaie fiduciaire, le reste, c'est de la monnaie scripturale. Et les moyens de paiement, que sont le chèque, la carte bleue, ne sont que des outils de transfert de la monnaie scripturale. Et dans un futur proche, il est tout à fait possible d'imaginer des monnaies qui soient essentiellement scripturales et plus du tout fiduciaires, c'est-à-dire vous pourriez avoir l'habitude de payer votre baguette de pain via votre téléphone portable ou via une carte, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Déjà, on peut faire une observation à partir de cette simple remarque, que ces caractéristiques de la monnaie, à la fois liquide et dématérialisée, c'est une force incroyable pour la politique économique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contraintes à la création monétaire. On peut créer de la monnaie librement. Et évidemment, c'est ce qu'on va voir en fin d'heure, les politiques monétaires ne se sont pas privées d'utiliser cette arme. Et on peut interpréter, alors évidemment il y a d'autres raisons,
mais on peut interpréter les conséquences beaucoup plus graves dans le monde de la crise des années 30 par rapport à la crise de 2008, par le fait que, après la crise de 29, les banques centrales sont encore prisonnières par le carcan de l'étalon or. C'est-à-dire qu'on ne pouvait créer autant de monnaie qu'il n'y avait de contrepartie d'or. Cet étalon or, Keynes parlait d'une relique barbare, disparaît progressivement dans les économies développées, et aujourd'hui, il n'y a plus de contrainte à cette création monétaire. Donc, force exceptionnelle, si vous voulez. Mais, en même temps, fragilité. Pourquoi? Parce que le risque, c'est de créer trop de monnaie, et donc de rompre la confiance qu'on a en cette monnaie. Si je reprends ici mon billet de 10 euros, encore une fois, ce n'est qu'un bout de papier. Il n'a de valeur que parce que tout le monde croit qu'il en a. Et comme toute convention sociale, cette convention est fragile. Cette croyance est fragile. Au fond, notre économie repose sur la croyance que du papier vaut vraiment quelque chose. Il y a une autre croyance sur laquelle repose notre économie, c'est l'idée que votre argent est vraiment dans les banques. En fait, si tout le monde réclame son argent en même temps, toutes les banques font faillite. Et donc, ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire une panique bancaire où tous les ménages cherchent à récupérer leur argent, c'est l'une des crises les plus graves qu'on puisse imaginer dans l'économie. Et c'est pour ça que les États font tout pour ne jamais laisser les banques commerciales faire faillite. Donc, première remarque, liquidité et dématérialisation, ça entraîne, ça induit que la monnaie est une arme extraordinaire de politique économique et en même temps est particulièrement fragile. Deuxième point, ici, c'est monnaie et titres financiers. Je vous ai dit que la monnaie était un actif liquide. Vous avez des actifs qui sont en revanche très illiquides. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un logement dans la banlieue de, je ne sais pas, Valenciennes. Évidemment que cet actif-là est beaucoup moins liquide. C'est-à-dire pour pouvoir acheter des choses avec, il va vous falloir le vendre, ce qui peut être parfois un petit peu compliqué. OK ? Mais vous avez toute une série de titres qui sont entre la monnaie et l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire d'un actif relativement illiquide. En effet, votre épargne, vous pouvez la détenir soit sous forme monétaire, mais aussi vous pouvez la détenir sous forme de titres. Titres, ça veut dire des actifs qui sont librement échangeables. Les deux grands titres dont les ménages disposent, alors bien sûr il y en a une infinité, mais les deux grandes catégories, ce sont les actions, qui sont des titres de propriété. Donc quand vous achetez une action, c'est parce que vous espérez en retirer des dividendes, c'est-à-dire une part des profits que l'entreprise vous reverse. Donc vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire de l'entreprise, en partie évidemment, et les obligations, qui sont là des titres de créance. Donc si vous détenez une obligation de l'entreprise Renault, ça veut dire que vous êtes créancier de Renault, vous lui avez prêté de l'argent, et en échange, vous obtenez un taux d'intérêt. En général, les obligations, vous ne les détenez pas, j'allais dire directement, vous les détenez par l'intermédiaire de votre système bancaire. Si vous avez de l'assurance vie, votre banque, en général, achète des obligations, d'État essentiellement, d'entreprises de plus en plus, voire des actions, puisque l'assurance vie ne rapporte plus rien, ce qu'on verra tout à l'heure à cause de la faiblesse des taux d'intérêt. Mais bref, si vous avez de l'assurance vie, vous êtes en fait détenteur d'obligations sans le savoir. En pratique, du coup, il est parfois difficile de distinguer ce qui est liquide de ce qui n'est pas liquide, puisque les banques vous proposent des produits financiers intégrant ces titres, mais que vous pouvez assez facilement transformer en monnaie. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a imaginé ce qu'on appelle des agrégats monétaires pour tenter de mesurer la masse monétaire qui circule dans une économie. Alors, ces agrégats monétaires, le premier, je ne vais pas les développer, c'est juste pour que vous compreniez un peu l'idée. Le premier, c'est ce qu'on appelle M1, donc M comme masse monétaire, et il correspond à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets, et vos comptes courants, c'est-à-dire vos dépôts bancaires qui vous permettent à chaque fois de, par exemple, à partir de ce compte, tirer des billets. À cet agrégat M1, on rajoute des dépôts bancaires qui ne sont
pas tout à fait liquides, mais une simple manipulation sur Internet vous permet de les transformer en monnaie. C'est par exemple le livret A, votre livret jeune ou les livrets développement durable, qui sont considérés comme de la monnaie, et donc ça fait partie de l'agrégat M2. OK? Et puis, vous avez d'autres titres, d'autres produits financiers qui sont considérés également comme de la monnaie, même s'ils sont un peu moins liquides, c'est ce qu'on appelle M3. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, ce n'est pas ça qui est intéressant. Sachez que souvent, pour évaluer la masse monétaire dans une économie, on utilise l'agrégat M2. Voilà. Ici, le détail m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez qu'il y a des degrés de liquidité divers. D'autant plus, et ça, ce sera ma deuxième grande observation dans cette sous-partie consacrée à la liquidité de la monnaie, c'est que vous avez des périodes où certains titres deviennent plus ou moins liquides, voire carrément illiquides. Alors, petit détour par ce qui se passe dans les années 2000 aux États-Unis. Vous avez toute une série de créances qui vont être coupées en morceaux, donc des créances parfois de bonne qualité, parfois des séances de très mauvaise qualité, ce qu'on va appeler les créances subprime. Et les banques d'affaires américaines vont les couper en morceaux et les mélanger à d'autres créances. Un peu comme les nuggets, vous voyez, c'est-à-dire on prend des morceaux de poulet pas très bons, on les met avec des morceaux de poulet un peu meilleurs, voilà, et on mélange le tout et on vend ça très cher aux enfants. C'était un peu l'idée très simplifiée de ce qui se passe dans les années 2000. Et en gros, ça a évidemment facilité l'émergence et l'explosion plus tard de la bulle immobilière aux États-Unis. Quand cette bulle immobilière explose en 2007, ces titres-là, mélangés, ces nuggets, si vous préférez, perdent une grande partie de la valeur. On se rend compte qu'ils sont toxiques. Et donc, ces titres détenus par des banques, et notamment des banques d'affaires américaines, se retrouvent illiquides. D'accord? Ce qui va entraîner une crise généralisée d'illiquidité en 2008, quand la banque d'affaires américaine Lehman Brothers fait faillite. Une telle crise de liquidité que même sur le marché interbancaire, marché qu'on va voir après, ne vous inquiétez pas, marché où les banques s'échangent des liquidités, eh bien, la Banque populaire, par exemple, refusait de prêter à la Société Générale. C'est ce qui se passe fin 2008. Crise d'illiquidité absolument majeure. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ces crises d'illiquidité permettent de comprendre une caractéristique de la monnaie. C'est que lors de ces crises, comme le disait Keynes, cash is gold. Le cash, c'est de l'or. Tout le monde se jette sur du cash. Plus personne ne veut prêter, plus personne ne veut échanger sa monnaie contre un titre financier. La monnaie devient ici un actif refuge. C'est ce qui caractérise les crises de liquidité. Okay ? Je vous lis juste une citation de Keynes qu'on reverra après. La possession d'argent liquide apaise notre inquiétude et celle-ci se mesure à la prime que nous exigeons pour nous séparer de cet argent. Je reviendrai sur cette citation tout à l'heure. Donc voilà pour la caractéristique essentielle de la monnaie, la liquidité, qui induit toute une série d'observations que je vous ai faites. Deuxième point, les fonctions de la monnaie, conception orthodoxe et hétérodoxe. Alors là, avant d'arriver à des choses un peu techniques, on va faire une sorte de détour culture générale, où je vais évoquer de la philosophie, de l'histoire, pour revenir sur, quelque part, pourquoi y a-t-il de la monnaie? Et quelle fonction la monnaie joue sur la société? Première conception, la conception orthodoxe. La conception orthodoxe, elle est résumée par cette formule de Jean-Baptiste Say, économiste que vous connaissez, que vous avez vu normalement au premier semestre, économiste classique. La monnaie n'est qu'un voile. Qu'est-ce que veut dire Jean-Baptiste Say? Il veut dire que ce qui compte, c'est la production, c'est ensuite l'échange. La monnaie ne sert qu'à faciliter les échanges. Autre économiste classique, Stuart Mill, peu importe son nom ici, il n'y a rien de plus insignifiant au monde que la monnaie. Il n'y a rien de plus insignifiant au monde que la monnaie.
C'est un peu étrange que l'économie orthodoxe s'intéresse assez peu à la monnaie. Mais c'est le cas, parce que ce qui compte, c'est échanger. Et d'ailleurs, au premier semestre, toute la microéconomie que vous avez étudiée, vous avez bien vu que l'argent est relativement peu présent, en fait. Donc la monnaie n'est qu'un voile. Elle ne sert qu'à faciliter les échanges. Deuxième conception sur laquelle je vais m'attarder, c'est la conception hétérodoxe. Ici, la monnaie est désirée pour elle-même. Elle ne sert pas juste à acheter des biens et des services. Alors je vais vous lire la citation de Keynes dans son intégralité. La possibilité de gagner de l'argent et de constituer une fortune peut canaliser certains penchants dangereux de la nature humaine dans une voie où ils sont relativement inoffensifs. Faute de pouvoir se satisfaire de cette façon, ces penchants pourraient trouver une issue dans la cruauté, dans la poursuite effrénée du pouvoir personnel et dans les autres formes de l'ambition personnelle. Il vaut mieux que l'homme exerce son despotisme sur son compte en banque que sur ses concitoyens. Dit autrement, ici, la monnaie sert à satisfaire ce qu'on pourrait appeler, en tronquant un petit peu l'expression nietzschéenne, de volonté de puissance. Vous voyez, ici, on a l'image d'un individu économique qui n'a rien à voir avec l'homo economicus que vous connaissez. Ce n'est pas un individu rationnel, c'est un individu mu par ses passions, par ses psychoses, j'allais dire, par ses névroses plutôt, qui vont l'amener à considérer la monnaie comme un actif pas comme les autres, justement. Ce n'est pas juste un intermédiaire, ce n'est pas juste un voile. Non seulement la monnaie peut satisfaire ce qu'on pourrait appeler la volonté de puissance, même si c'est Nietzsche, ça ne voulait pas dire ça du tout, mais peu importe, mais aussi l'angoisse, notamment l'angoisse de la mort. Allez, je vous lis encore une citation dans son intégralité de Keynes. L'homme d'affaires tente toujours d'assurer à ses actions une immortalité factice et illusoire en projetant dans l'avenir l'intérêt qu'il leur porte. Il n'aime pas son chat, mais les petits de son chat. La confiture n'est pour lui de la confiture que s'il envisage d'en faire demain, jamais le jour même. Vous voyez, la peur de la mort, la quête d'immortalité. Il va même plus loin. On a l'impression, à lire Keynes, vous allez voir que on entend parler Freud quand il parle des individus qui n'ont pas dépassé le stade anal. Dans sa soif de jouissance chimérique et sans borne, il renonce à toute jouissance. Pour pouvoir satisfaire tous les besoins sociaux, c'est à peine s'il satisfait ses besoins de première nécessité. En retenant la richesse sous la réalité corporelle de métal, il la volatilise en une pure chimère. Vous voyez, l'argent, la monnaie, est ce qui va me permettre de conjurer l'angoisse. Petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse, cette dimension psychologique de la pensée keynésienne, je vous renvoie au livre de Dostahler et du regretté Bernard Maris, qui s'appelle Capitalisme et pulsion de mort. Juste petite parenthèse, culture, j'allais dire. Et du coup, vous comprenez mieux la phrase que j'ai lue tout à l'heure. La possession d'argent liquide apaise notre inquiétude, et celle-ci se mesure à la prime que nous exigeons pour nous séparer de cet argent. Vous comprenez déjà que dans le modèle ISLM que nous allons étudier plus tard, le taux d'intérêt pour Keynes ne se fixe pas du tout de la même manière que dans la conception orthodoxe que nous avons vue. Alors, je délaie un tout petit peu, bon allez, on va prendre le temps, cette conception hétérodoxe de la monnaie, parce que au fond, ce qu'on appelle l'hétérodoxie en économie, bah, c'est souvent ça. Je cite maintenant une phrase de Marx. Autre hétérodoxe, qui n'a rien à voir ici avec Keynes, mais qui partage cette perspective d'une dimension particulière de la monnaie. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle des femmes. Aussi ne suis-je pas laid. Je suis un homme mauvais, malhonnête, stupide, mais l'argent est vénéré, aussi le suis-je moi-même. Moi qui, grâce à l'argent, suis capable d'obtenir ce qu'un être humain désire, n'ai-je pas en moi-même tous les pouvoirs humains? Marx, évidemment, est ironique ici, il fustige cette conception de l'argent. Mais vous voyez ici la dimension psychologique de l'argent qui apporte une place dans la société que nul autre actif ne peut apporter. Et allez, là je fais un détour culture G encore plus important, mais c'est un peu pour marquer le coup sur ce que c'est cette conception particulière d'une monnaie désirée pour elle-même. Cette conception est représentée par un ouvrage de Michel Aglietta et André Orléans, des économistes français, dans un ouvrage qui date du début des années 80 et qui s'appelle « La violence de la monnaie ». La violence de la monnaie.
Alors, ils partent de l'analyse de René Girard. René Girard, Girard, n'est pas un économiste, hein, on pourrait le qualifier d'anthropologue peut-être, qui fonde toute sa conception de l'humanité et de la société avec la notion de désir mimétique. Alors là, je m'éloigne de l'écho, hein, mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. Pour lui, l'homme se caractérise par un manque d'être. Un manque d'être. Ça veut dire que j'ai tendance à désirer ce que l'autre désire. Le risque, évidemment, c'est un risque de violence qui dégénère au sein de tout groupe humain. À partir du moment où je veux m'approprier ce que l'autre a, puisque dès qu'il a quelque chose, je le désire, évidemment, le risque, c'est la violence qui détruit l'ensemble du groupe. Pour René Girard, la solution qu'ont trouvée les sociétés humaines pour conjurer cette violence autodestructrice, c'est le bouc émissaire. Le groupe ou l'individu étranger, le pays étranger, qui va permettre de détourner la violence du groupe vers l'étranger et de trouver une cohésion. D'accord? J'ai fini avec ce petit détour, j'allais dire culture G. Ce qui est intéressant, c'est que Aglietta et Orléans reprennent l'analyse de Girard en disant il y a une autre manière de détourner cette violence. C'est quoi? C'est la volonté d'acquérir de la monnaie. En voulant acquérir de la monnaie, pour obtenir ce que l'autre a, je vais du coup avoir utilisé un autre moyen que la violence physique pour satisfaire mon désir mimétique. Dit autrement, pour les auteurs, pour Aglietta et Orléans, une société monétaire est une société capable de supporter un niveau de frustration, de violence latente, j'allais dire, bien supérieur à toute autre monnaie. J'aime bien cette perspective, je la trouve intéressante. On fustige souvent nos sociétés en disant elles sont violentes. Mais on pourrait inverser la question. Pourquoi nos sociétés sont-elles si peu violentes? Encore une fois, allez, dernier petit détour culture G. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la violence, vous avez un historien extraordinaire qui s'appelle Muchembled, Muchembled, qui écrit Histoire de la violence et qui montre à quel point la société moyenâgeuse est une société infiniment plus violente, où vous avez beaucoup plus de chances de mourir de mort violente qu'aujourd'hui, et même la société du 19e siècle ou, je sais pas, le Paris des années 30, vous aviez un taux d'homicide bien supérieur à ce que l'on observe aujourd'hui. Donc la question, c'est pourquoi y a-t-il aussi peu de violence alors que le degré de frustration dans la société est importante? On nous présente chaque jour des nouveaux biens et des services, des hommes et des femmes magnifiques retouchés par ordinateur. Comment expliquer que cette frustration généralisée ne débouche pas sur de la violence? Réponse d'Aglietta et d'Orléans, c'est la monnaie qui permet de supporter ce niveau de frustration sans déboucher sur de la violence physique. Dit autrement, et Keynes cite souvent Lénine de ce point de vue-là, il n'y a pas plus sûr moyen de détruire une société que de détruire sa monnaie. Il n'y a pas plus sûr moyen de détruire une société que de détruire sa monnaie. Phrase de Lénine reprise par Keynes. On retrouve ici la fragilité de la monnaie. Hein, parce que détruire une monnaie, c'est simple, il suffit que tout le monde, enfin que les gens perdent confiance dans cette monnaie. Et allez, promis, dernière référence littéraire, et après on rentre dans le cœur de l'écho. Pour ceux que ça intéresse, Stefan Zweig, Le monde d'hier, qui évoque l'Autriche de l'hyperinflation. Et vous comprenez que dans le cas de l'hyperinflation, c'est-à-dire une monnaie qui perd constamment de sa valeur, c'est une société qui devient folle, tout simplement, pour aller dans ce sens. Alors j'ai fini par ce petit détour culture générale, et j'arrive à mon grand 2. Une fois qu'on a compris le caractère essentiel de la monnaie, évidemment la grande question qu'on se pose, c'est mais d'où vient cette monnaie? Comment la créer? Alors, premier point, c'est le rôle des banques commerciales. Les banques commerciales jouent un rôle majeur dans la création monétaire. Pourquoi? Parce que quand une banque vous prête de l'argent, elle crée de la monnaie. Elle vous prête 1000 euros, bah c'est simple, elle rajoute 1000 euros, n'oubliez pas monnaie scripturale, hein, elle rajoute 1000 euros sur votre compte. C'est tout. Donc, à chaque fois qu'une banque octroie un crédit, elle crée de la monnaie. Par contre, quand vous remboursez le crédit, vous détruisez de la monnaie. C'est métrique. Mais d'où cet adage célèbre, hein, les crédits font les dépôts. C'est parce que les banques prêtent
qu'il y a de la monnaie qui va alimenter les dépôts bancaires. D'accord? Alors on pourrait se penser, bah, c'est la fin du film, on va se prendre un café, sauf que, évidemment, les choses sont plus compliquées que ça. Pourquoi? Parce qu'avec ces 1000 euros que la banque vous a prêtés, eh bien vous allez par exemple pouvoir tirer des billets. Vous allez aussi faire des chèques ou des virements à des clients d'autres banques. Si vous faites un chèque, vous êtes à la Banque Populaire et vous faites un chèque de 1000 euros à un client de la Société Générale, la Banque Populaire doit verser 1000 euros à la Société Générale pour qu'elle puisse alimenter le compte de la personne à qui vous avez fait le chèque. Vous comprenez? Donc, à la fois pour vous fournir des billets et pour assurer vos engagements vis-à-vis des clients d'autres banques, votre banque a besoin de ce qu'on appelle de la monnaie banque centrale. On parle aussi parfois de base monétaire, on parle parfois aussi de M0. Or, la Banque centrale a le monopole de l'émission de cette monnaie banque centrale. Concrètement, comment ça se passe? Chaque banque a un compte à la Banque centrale, qui est un peu la banque des banques. D'accord? Et à chaque fois qu'elle veut vous fournir des billets, à chaque fois qu'elle doit assurer vos engagements vis-à-vis des clients d'autres banques, elle a besoin, du coup, de retirer de l'argent, évidemment, l'expression est très triviale, hein, d'utiliser ses réserves auprès de la Banque centrale. Donc la monnaie banque centrale, en fait, c'est les réserves des banques auprès de la banque commerciale, auprès de la Banque centrale, donc c'est les réserves des banques auprès de la Banque centrale, plus les billets. Ça, c'est ça, M0. Donc, plus une banque vous prête de l'argent, plus une banque accorde des crédits, plus elle va avoir besoin de monnaie banque centrale. D'accord? Et du coup, vous comprenez déjà que c'est en accordant, en créant plus ou moins de monnaie banque centrale, que la banque centrale va contrôler indirectement la création monétaire des banques. Moins la Banque centrale va offrir de monnaie banque centrale, et plus les banques vont devoir restreindre le crédit et donc la création monétaire. Alors je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qu'on va voir plus tard quand on fera la politique monétaire, concrètement comment fait la Banque centrale, mais juste ça vous permet de comprendre un petit peu le mécanisme. D'accord? Dernier point, c'est ce graphique qui va nous permettre à la fois de conclure ici ce grand 2 et puis de faire une transition vers ce que nous allons faire lors des séances ultérieures. Alors ce graphique est magnifique, il y a énormément d'informations et je vais me faire un plaisir de le commenter avec vous. Alors tout d'abord, la base monétaire, ici, c'est la monnaie banque centrale. Hein. CPI, c'est l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire c'est ce qui mesure l'inflation. Et M2, je vous le rappelle, c'est l'un des agrégats monétaires que nous avons vus qui mesure la masse monétaire. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, juste les pays de l'OCDE, ici on prend les pays riches, alors sur le graphique c'est États-Unis, Royaume-Uni, zone euro et Japon. On va analyser un peu ensemble ce graphique qui présente énormément d'informations. Première information, l'explosion de la base monétaire depuis essentiellement 2008. Alors juste lecture d'indice pour ceux qui ont du mal. Hein. Indice 198, vous voyez, indice 1200 en 2020 pour la masse monétaire M2, ça veut dire que ça a été multiplié par 12. D'accord? Quand on passe de l'indice 100 à l'indice 200, ça veut dire que ça a été multiplié par 2. Quand on passe de l'indice 100 à l'indice 120, ça veut dire que ça a augmenté de 20%. OK? Juste pour la lecture. Maintenant, regardez ce qui se passe à partir de 2008. Et souvenez-vous, ce à quoi je faisais référence, c'est-à-dire quelque part l'échec de la Banque centrale américaine dans les années 30 a évité la crise, parce qu'elle a été prisonnière par le carcan de l'étalon or. Regardez ce qui se passe à partir de 2008, l'augmentation considérable de la base monétaire. On parle parfois d'inondation monétaire des banques centrales. Hein. C'est spectaculaire. À partir de 2018, ça semble un petit peu se calmer. Et puis, ça
réaugmente considérablement, évidemment, avec la crise de la Covid. Regardez là, c'est complètement exponentiel. Il faut bien comprendre à quel point c'est complètement inédit dans l'histoire. Euh, enfin, si on m'avait dit ça à la fin des années 90, quand j'ai commencé à enseigner, que la base monétaire des banques centrales évoluerait de cette manière-là les 20 prochaines années, c'était tout simplement impensable. Alors comment est-ce qu'elle fait pour augmenter la base monétaire? Encore une fois, pas de panique, hein, c'est ce qu'on va voir après, quand on fera la politique monétaire. Mais juste là, sur cette première observation, nous vivons un monde absolument fou. Deuxième observation, la masse monétaire M2 a augmenté évidemment, mais beaucoup moins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les banques commerciales n'ont pas utilisé toute la monnaie banque centrale créée pour prêter. Alors, ce n'est pas forcément le fait des banques commerciales, hein. Ça peut être le fait aussi des entreprises ou des ménages qui demandent peu de crédit. Il n'empêche qu'on comprend bien du coup que le pouvoir de la Banque centrale sur la création monétaire est un pouvoir très indirect. D'accord? Donc, deuxième grande observation. Troisième observation. Regardez l'indice des prix qui est resté extraordinairement stable. L'inflation n'a pas, ou n'a quasiment, a été extraordinairement faible pendant toute la période, même après la période d'inondation monétaire dont je vous parlais. Et vous voyez que les prix augmentent beaucoup moins que la masse monétaire. On verra dans le grand 4, la théorie quantitative de la monnaie. L'idée est que globalement, à long terme, eh bien, si la masse monétaire augmente, ça se traduit in fine par de l'inflation. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, ce sera l'objet de ce que nous allons faire après, mais c'est l'un des grands mystères de la macroéconomie aujourd'hui, on en a déjà parlé. Pourquoi l'inflation? Malgré cette politique d'inondation monétaire des banques centrales, pourquoi l'inflation reste aussi faible? Alors, il faut comprendre que du coup, quelque part, ça donne des marges de manœuvre à la Banque centrale. Heureusement pour les banques centrales qu'il n'y a pas d'inflation. Parce que si l'inflation remontait, ce serait plus compliqué pour elles de mener ce type de politique. D'accord? Et donc la deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que l'inflation peut remonter? Parce que si l'inflation remonte, alors là, le film devient complètement différent. Des politiques monétaires aussi expansionnistes vont devenir beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Enfin, dernier point, c'est que si l'inflation n'est plus la menace la plus importante face à des politiques monétaires très expansionnistes, quelle est la menace? Et on verra que si, pour l'instant, cette inondation monétaire des banques centrales ne se traduit pas par de l'inflation, elle se traduit par d'autres déséquilibres, notamment l'augmentation du prix de certains actifs. En premier lieu, les actions. Regardez les indices boursiers, hein, qui sont très élevés, et l'immobilier aussi. 10 000 € en moyenne pour le prix du mètre carré à Paris. Alors évidemment, c'est aussi lié à l'attractivité de Paris, mais on le verra, c'est aussi lié aux politiques monétaires nécessaires, hein, mais qui ont des effets pervers, qui ont été menées depuis 2008. Donc voilà, vous voyez, période à la fois passionnante intellectuellement, mais un petit peu inquiétante économiquement et socialement, parce qu'encore une fois, nous vivons vraiment une situation absolument inédite. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, et puis on rentrera dans le détail de la politique monétaire par la suite.